Alors, bonjour, rebonjour. Donc nous allons maintenant passer à la session sur les services écosystémiques et plus particulièrement l'initiative du FSC à ce sujet. Alors les services écosystémiques, je vais essayer de parler pas trop vite pour nos amis traducteurs. Oui, donc, oui, pour information, la session est traduite. Vous pouvez récupérer des casques à l'arrière de la salle si vous souhaitez suivre la session plus facilement, en anglais. Les services écosystémiques, ce sont ces services rendus par un écosystème, une forêt, un service. Et aujourd'hui, il apparaît dans la gestion forestière, dans la filière forêt-bois, que ces services écosystémiques sont devenus une opportunité à développer pour d'une part, mieux gérer et protéger les forêts, d'autre part, peut-être améliorer aussi la rentabilité des gestionnaires forestiers. Aujourd'hui, un gestionnaire forestier certifié se rémunère sur son mètre cube de grumes et on se rend compte notamment dans le bassin du Congo que ce modèle a certaines limites en termes de viabilité économique, alors que le forestier met en œuvre un certain nombre de mesures qui contribuent à rendre des services de conservation, de stock carbone, de protection des cours d'eau et même des services sociaux, d'accès à l'éducation, à la santé, à l'hygiène, etc. Et que tout ce qui est mis en œuvre au-delà de la simple gestion, la gestion forestière, on va dire sylvicole, n'est pas mise en valeur. Donc aujourd'hui, on va parler d'une initiative du FSC qui a développé une procédure, la procédure 30006, c'était à peu près, je crois, en 2018, qui est une procédure qui permet aux entreprises certifiées de choisir de se faire auditer sur les services qu'elle rend, les services écosystémiques qu'elle peut rendre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 4 services qui sont inclus dans cette procédure. 5. Merci. Je crois qu'on a des connaisseurs, des spécialistes. 5 services qui sont inclus. Je vais laisser après mes interlocuteurs présenter. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de cette procédure. Qu'est-ce qu'elle apporte, comment elle fonctionne et quelles sont les opportunités de cette procédure dans la certification. Donc aujourd'hui, j'ai 2 invités. Esteban Torra, responsable technique du FSC Bassin du Congo, directeur technique, non, même. Conseiller en certification. Conseiller en certification. Et Marcus Pankuch de la société Precious Food, responsable environnement, RSE et forêt du groupe Precious Food. Je vais donc d'abord passer peut-être la parole à Esteban, qui nous présentera la procédure 30006, son fonctionnement et où est-ce qu'on en est dans sa mise en œuvre, les projets qui sont en cours au niveau du FSC. Puis après, on demandera à Marcus aussi de témoigner en tant que société qui a déjà fait auditer 2 services dans une de ses filiales au Brésil. Esteban, je te passe la parole pour présenter un peu cette procédure. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc la procédure a été lancée en 2018. C'est un complément volontaire à la certification de gestion durable, qui est à son tour volontaire aussi. Donc, ce n'est pas obligatoire. Les concessionnaires, les forestiers, ils peuvent choisir sur 5 services et chaque service est décliné en différents bénéfices. Donc, il faut démontrer. On démontre en suivant la procédure, avec le développement d'une théorie des changements. Donc, les actions que les sociétés mènent produisent des résultats sur le court terme, des résultats sur le moyen terme et l'impact final positif. Donc, tous ces résultats au long de cette chaîne de théorie des changements, c'est une chaîne de ces événements logiques, doit être définie avec des indicateurs qui sont mesurables sur le temps.
Donc il y a une méthodologie que tu peux choisir sur des méthodologies disponibles qui n'est pas obligatoire dans les systèmes FSC, qui permet de choisir des méthodologies qui sont adaptées au contexte, qui sont robustes et avec une base scientifique ou une base d'utilisation régulière et que l'auditeur peut évidemment accepter. Voilà. Ah non, c'est comme ça. On pourra rentrer peut-être plus tard dans les aspects plus techniques, mais l'idée, le but, c'est que nous, il faut essayer de fournir un service au-delà de la certification traditionnelle où il y a une premium price, un prix spécial pour les bois dans certains marchés, pas dans tous. Et dans notre contexte, il y a les concessionnaires qui font un effort énorme dans certains contextes, comme celui du bassin du Congo, un des écosystèmes social et environnemental les plus difficiles du monde à travailler. Et là, ils ne sont pas suffisamment rémunérés par rapport à les efforts qu'ils mènent. Donc, comment véhiculer au marché des biodiversités de carbone leur travail, des actions. Donc, la procédure FSC, il essaye d'articuler d'une façon logique et narrative avec des indicateurs quantifiables de façon qui soit facilement adaptable pour des financeurs, pour accéder au marché. C'est le but. Donc, ce n'est pas le but initial de notre vision, je pense à FSC, la mienne, comme travaillant au bassin du Congo, c'est de valoriser le travail que les concessionnaires y font déjà. Dans la certification FSC, il y a beaucoup de travail fait à niveau des monitoring, des valeurs de conservation, des impacts d'exploitation, des surveillances des territoires, à niveau social, etc., qui, dans certains cas, ne sont pas du tout valorisés et sont difficiles à sortir et à présenter au public. La procédure, il veut faire ça. Bon, pour dire aussi que les questions sociales, à part la question touristique, c'est un des services qui est acceptable, des bénéfices sur la population locale, sur les peuples indigènes, qui est important au sein des FSC, n'est pas dans la procédure actuellement. Tu ne peux pas choisir ce service. Mais ça pourrait être quelque chose d'important dans l'avenir, parce que cette procédure, c'est en évolution, c'est en révision actuellement. Donc FSC en 2018, il a produit quelque chose qui a sorti sur le marché. Et depuis 3 ans, une quarantaine de projets à niveau international, on essaye de comprendre, apprendre, tester ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien, et comment évoluer. Donc la question sociale, importante pour le bassin du Congo, et peut-être un peu moins importante dans des autres contextes de certification, évidemment, et on va l'intégrer. On va discuter, on va l'intégrer dans la procédure. Je ne veux pas parler beaucoup plus, parce que... Donc après, Aurélien Sautier de FSC France, il va nous expliquer un peu comment est-ce que la démarche a été faite en FSC France, où il y a eu des démonstrations des impacts selon la procédure, et aussi des liaisons avec les marchés, avec des financements qui ont été aboutis. Donc il fera un petit commentaire par rapport à ça, au niveau des FSC France. Ça, c'est du technique. Et ça sont les bénéfices qu'on peut choisir. On pourra le revenir plus tard. Parce que, Caroline, si tu veux, on donne la parole à notre concessionnaire. Hein. Bien sûr. Okay. Alors, Marcus, aujourd'hui, vous avez deux services qui sont audités. On peut dire certifiés aussi? Esteban? Non, c'est pas ça. C'est l'impact qui est certifié. La façon de parler dans la procédure, c'est soit tu peux valider l'impact si on vérifie l'impact, s'il y a des mesures déjà, une première mesure de base et une deuxième qui vérifie l'impact positif, et donc tu as les certifications, les documents des certificats d'écosystème service, les DSC. Marcus, je te laisse présenter un peu votre démarche relative à cette procédure et les services que vous avez choisi d'auditer. Bon, merci Caroline. Bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de parler un peu de la pratique. Bon, nous, d'abord, on a choisi le Brésil pour déjà parler du premier part. Bon, on ne va pas parler du problème, du premier challenge des services écosystémiques. Parce qu'au Gabon, où on a aussi des forêts, on a un concessionnaire. Ça veut dire qu'on loue la forêt. Les droits aux services écosystémiques ne sont pas avec nous. Le ownership, le problème qu'on connaît du carbone, parce que le carbone c'est aussi un service écosystémique,
on a le même problème avec tous les autres services que c'est pas à nous, alors on n'a pas à le certifier. Au Brésil, c'est notre propre ferron. Alors on a certifié selon 2 procédures. La première, c'était les cours d'eau. Et la deuxième, c'était la séquestration en stock du carbone. Aujourd'hui, les challenges que nous on voit, c'est surtout qu'on n'arrive pas de valoriser ces addendums à nos certificats parce que le marché ne les comprend pas et ne les connaît pas. Il y a aussi aujourd'hui, c'est pourquoi on travaille beaucoup ensemble avec FSC pour améliorer les procédures, il y a des inexactitudes dans ces procédures. Et je vous donne un exemple. C'est l'exemple pourquoi on est content qu'on n'a pas réussi de les valoriser, les mettre sur le marché, parce que les auditeurs qui ont fait l'audit initial, ils ont considéré qu'au Brésil, ils peuvent prendre toute notre surface forestière comme référence pour le certificat. Alors 80 millions de tonnes de carbone. Les auditeurs, l'année prochaine, l'année après, ils ont considéré que seulement 50% de cette surface peuvent tomber dans le cadre du certificat. Alors d'une année à l'autre, on nous a réduit le volume du carbone de 80 millions de tonnes à 40 millions de tonnes. Compliqué à expliquer à un client qui a déjà acheté. Alors, ce sont des problèmes comme ça qui ne sont pas encore très clairs dans les procédures, le fameux scope du certificat, qui n'est pas encore toujours clair. Et après, il y a un grand problème aujourd'hui, quand on travaille surtout au Gabon, on va commencer à travailler sur ça, sur comment mesurer les services écosystémiques. Comment mesurer la valeur, je disais, d'un éléphant. Ou c'est quoi la valeur de la biodiversité? Est-ce que c'est vraiment additionnel? Est-ce que c'est à cause d'une compagnie certifiée FSC que l'éléphant soit là? Ou pas? Et un des plus grands problèmes que moi je vois, c'est ce qu'on connaît du carbone, le double accounting, de compter quelque chose 2 fois. L'éléphant, il bouge. Beaucoup des services écosystémiques qu'on a, ils bougent. Si l'éléphant, il est chez moi, et après il passe dans la concession de Rougier, ouais, c'est qui a... Si un jour on a des crédits éléphants, c'est qui va avoir... C'est ça un peu les problèmes qu'on a aujourd'hui, de vraiment définir ce que c'est quoi le cadre du projet, de le mesurer et de le vérifier d'une manière correcte. Parce qu'il faut ça pour créer des crédits. Et bon, les clients, ils veulent des crédits. Il n'y a pas beaucoup de gens qui te donnent l'argent juste parce que tu fais quelque chose du bien. Eux, ils veulent acheter des crédits pour leur rapport de durabilité ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est un peu le challenge. Et ça, c'est quelque chose où nous, on travaille avec Esteban, avec FC. Comment on mesure les autres écosystèmes services hors du carbone. C'est un peu ça notre expérience aujourd'hui, qu'on ne peut pas le mettre sur le marché aujourd'hui, mais le standard, il est également pas encore sur un niveau où on pourrait le mettre sur le marché. Voilà la procédure, pardon. Merci Marcus. Alors j'ai une première question. Pourquoi une procédure et pas un standard? Alors une autre question. Marcus, tu as... Oui, pardon. Tu as un élément de réponse? Non. Probablement, c'est parce que c'est pas la question. Je sais pas la réponse exactement, mais probablement c'est parce que c'est un cadre où tu évolues avec des indicateurs qui ne sont pas bien, qui sont très généralistes, avec un système de démonstration qui bon, c'est bon. Bon, peut-être il y a quelqu'un qui connaît mieux la réponse. Un auditeur expérimenté. Oui, alors mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais... Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Pardon. Nicolas Pertuiseau, expert forestier, consultant et responsable d'audit certification FSC, PEC depuis 25 ans dans le bassin du Congo et président de la commission certification de la TIBT. Bon, ma réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, on n'est pas dans un système de certification au sens strict avec des exigences qui sont imposées à tout le monde avec une question de seuil ou de résultat. On est vraiment dans un mécanisme de certification de processus. Et c'est pour ça que à mon avis, c'est pour ça que c'est pas un standard et que c'est une procédure. Et l'auditeur, il doit simplement, entre guillemets, vérifier que
l'outil qui a été cadré par FSC est bien mis en œuvre. Mais il y a une liberté incroyable pour l'entreprise dans le choix de la méthode. Elle peut prendre des méthodes existantes, elle peut construire une propre méthode, elle peut prendre des méthodes d'inventaire ou les modifier ou les réaliser complètement. Et c'est tout comme ça. Et c'est elle qui choisit aussi globalement ses objectifs. C'est elle qui choisit les impacts qu'elle veut identifier, c'est elle qui choisit la façon de le mettre en œuvre, c'est elle qui choisit aussi le temps de la mise en œuvre. Donc on est vraiment dans une approche beaucoup plus ISO en fait, hein, qu'une certification de service. De seuil, pardon, et de résultats. Juste un truc, je rebondis tant que j'ai le micro. Vous voyez là dans la slide qui est présentée, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, chaque service est décliné en différents bénéfices. Et c'est important de voir qu'il y a systématiquement soit des choix de maintien, d'accord, de conservation, ou des choix d'amélioration ou de restauration. Et par expérience, sur les certifications de services écosystémiques que j'ai réalisées, les clients se sont tous engagés au départ sur des services de maintien d'une situation. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, de commencer par ça. Voilà. Et c'est bien que le FSC ait ouvert cette possibilité. Bonjour, moi je suis Stéphane Rivin, je suis comme Nicolas, auditeur depuis 25 ans et consultant international. Et en France, je fais aussi des audits et de services écosystémiques. Je ferai juste un petit bémol sur ce qu'a dit Nicolas. On est quand même obligé, au bout de 5 ans, de vérifier que ce qu'on a mis en place, on a atteint des objectifs. Ce qui n'est pas du tout évident. Alors, quand on prend certains, on voit que c'est possible. Quand on fixe des objectifs biodiversité qui sont liés à des espèces de la faune, parce que j'ai eu le cas une fois, une augmentation par exemple du nombre de nids à l'hectare de rapaces, est-ce que le rapace dans 5 ans va avoir décidé de nidifier dans la zone qu'on a décidé? Ça, c'est un autre problème. Et ça fait partie des difficultés de cette procédure-là. C'est qu'il y a un certain nombre de points comme ça qui ne sont pas clairement actuellement bien définis sur la façon dont on va gérer ce genre de problème-là. Si au bout de 5 ans, on n'a pas le nombre de rapaces qu'il faut, et ce n'est pas le concessionnaire ou le propriétaire privé qui va décider si le rapace il va venir nicher là ou pas. Et ça, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on perd le bénéfice de la procédure ou pas? Ça va faire passer partie des problèmes. Ce qui fait qu'actuellement, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, par exemple sur le sujet biodiversité, qui ont tendance à plutôt aller sur la conservation des caractéristiques naturelles, parce que c'est un peu plus facile, parce que là on est sur la globalité, quoi. Oui, Georges, je vais juste demander le micro. Conservation des caractéristiques naturelles de la faune. Oui, merci beaucoup. Je suis Georges Acquois. Je fais partie de l'équipe de FSC Bassin du Congo. Je ne suis pas certainement le plus spécialiste sur les questions ici, mais les questions que Marcus a soulevées tout à l'heure sur est-ce que l'éléphant qui se déplace, à qui il appartient, à qui on mesure, peut-être ça fait partie des problématiques qu'on a un peu discutées hier. Sur qu'est-ce qu'on mesure en fait. Il s'agit de ce qu'on mesure. Les spécialistes de la faune, certainement, peuvent nous dire, quand on fait les inventaires de l'année, est-ce qu'on compte l'animal ou bien on mesure la présence? Quels sont les éléments, les indices et tout le reste qui indiquent qu'à tel moment aussi, au cours d'une année, au cours d'une période, les éléphants viennent? Si on devait mesurer la présence d'oiseaux migrateurs, par exemple, est-ce qu'on va compter ces oiseaux qui sont là ou bien on va compter les éléments qui permettent à ces oiseaux de revenir et de rester dans l'espace? Je pense que la question c'est peut-être les mesures qui permettent de déterminer la présence ou non d'une biodiversité, les caractéristiques, comme l'a dit quelqu'un, qui peuvent indiquer qu'on a telle espèces qui sont là. Le tableau, effectivement, est très, très important parce que hier,
On a beaucoup discuté des choses quand il y avait la session avec Alain Kassenti et Carbone 4. Je pense que ça faisait partie des questions qu'on a, qu'on a discutées. Quelle est la valeur, comment on détermine la valeur de la forêt pour pouvoir dire si elle est riche ou non? Est-ce que c'est seulement le carbone ou bien tous ces services en ajoutent au carbone? Dans le contexte du bassin du Congo, ça c'est tout à fait clair. Agir activement pour maintenir la qualité de la biodiversité. Est-ce qu'on compte cela? On n'a pas inventé cela parce qu'on ne réenrichit pas la forêt, mais le fait qu'on la gère permet de la maintenir. Quand on regarde la dynamique de la déforestation, est-ce que sans cette concession certifiée qui est là et agit activement pour maintenir la qualité de la forêt, est-ce que cette forêt serait maintenue en l'état si on regarde une sorte d'évolution historique et les projections dans le futur? La démographie et autres, est-ce que cette forêt serait maintenue en l'état sans la concession certifiée? Donc peut-être c'est ce genre d'éléments qu'il va falloir prendre en compte pour dire que même si on n'a pas créé la biodiversité qui est dans cette forêt, on a activement agi pour maintenir les conditions de sa présence et démontrer cela auprès de ceux qui argumentent qu'il faut absolument une action anthropique. L'additionnalité, est-ce que l'additionnalité c'est d'avoir recréé une forêt dégradée? C'est le débat dans le bassin du Congo et c'est ce que Madame la ministre Matondo posait comme problème hier. Parce qu'on n'a pas déforesté, est-ce qu'on ne peut pas bénéficier? Est-ce qu'il faut attendre, comme quelqu'un l'avait dit, donnez-nous un moratoire, on coupe tout et on replante, comme ça on va bénéficier des fonds? Ou bien donner des compensations pour démontrer qu'il y a un effort qui est fait pour maintenir la forêt afin qu'elle ne se dégrade pas. Je crois que c'est ça les enjeux et si c'est l'intérêt de cette procédure service écosystémique. Voilà la biodiversité à côté. Voilà. Voilà. La biodiversité vient à nous et nous visite. Mais tu es une fleur, Aude. C'est vrai? Je pense que c'est un bourdon. Ce n'est pas un frelon. Esteban, je te laisse réagir. Oui, parce que par rapport à des questions qui étaient soulevées par Marcus, comment tu mesures les éléphants, quelle valeur ils sont, la mesure des rapaces, des aigles là qu'il y a sur une zone qui va nidifier dans une année, peut-être pas dans l'autre. Il y a un point qui est important à réfléchir. Tout ce sont des questions qui vont être soulevées dans la révision de la procédure parce que ce sont des questions qui se posent actuellement dans les promoteurs du projet. Mais il y a des questions aussi qu'on peut mesurer, et on peut quantifier et on peut faire une valorisation, une compréhension du coût des actions qui mènent à maintenir les territoires, l'intégrité de l'habitat pour que ces espèces puissent y habiter là-bas. Après, les espèces, ils seront à un certain moment, ils reviendront, mais les efforts sont pour conserver l'habitat. Donc, comme il a bien dit Nicolas Pertusseau, parfois, le choix de qu'est-ce que tu veux démontrer, c'est important. Parce que, par exemple, dans les 1.6, là, c'est la conservation de la diversité des espèces. Donc, dans la procédure, donc, dans le suivi des indicateurs, il te demande de mesurer la faune, la biodiversité, la faune, flore. Dans le cas des éléphants, comme espèce phare que tu peux choisir, il faut que tu les mesures sur le temps. Mais aussi, il te demande de démontrer le maintien de l'habitat pour l'animal. Tandis que dans les 1.3, non, 1.4, comme on parlait, c'est la conservation de la caractéristique naturelle de la forêt. Tu démontres ça et tu ne mesures pas les animaux. Bon, ce sont des différentes approches. Après, il faut que ça soit logique pour communiquer. Tu ne peux pas communiquer, c'est que tu n'as pas mesuré, évidemment. Mais ça, sur la partie communication, il y a aussi beaucoup de travail à faire dans l'amélioration de la procédure. Qu'est-ce que c'est possible à communiquer? Comment? Merci Esteban et Marcus. Marcus, tu veux rajouter quelque chose? Moi, ce que je comprends aussi de discussion qu'on a, c'est qu'il y a je vois deux enjeux dans cette initiative. Déjà, au-delà du fait que ce soit peut-être, je pense, le seul système aujourd'hui de évaluation, certification des services écosystémiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aujourd'hui. Je vois deux enjeux, c'est qu'il y a un aspect méthodologique qui doit évoluer, puisque je comprends que chaque société peut proposer sa méthodologie. Du coup, je pense que ça pose
peut-être un enjeu de reconnaissance en termes de crédibilité, de pertinence et autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième enjeu que je vois, c'est comment valoriser. Si je comprends aujourd'hui, je ne sais pas, et ça peut-être Aurélien pourra apporter des précisions. Est-ce qu'il y a des projets de services écosystémiques au niveau du FSC qui ont déjà pu être valorisés? Peut-être, Aurélien, tu peux nous rejoindre si tu veux. Je vais t'en prêter un. Est-ce qu'il y a des projets qui ont permis de le valoriser? Et sur ces deux enjeux, méthodologie et rémunération, puisque c'est quand même l'objectif sous-jacent, c'est d'arriver à améliorer la rentabilité des gestionnaires de la gestion forestière durable, quelles sont les pistes que vous voyez pour répondre à ces enjeux et comment cette procédure, cette initiative pourrait évoluer, pardon. À moi. Par exemple. Bonjour, donc je suis Aurélien Sautier, le directeur d'FSC France. On a travaillé depuis 2018 avec l'équipe d'FSC France sur ces sujets de services écosystémiques. Juste pour dire d'abord, en fait, il faut mettre un peu les choses dans l'ordre dans un contexte qui n'est pas ordonné. C'est-à-dire que la procédure service écosystémique, on découvre tous en fait en même temps des choses, les points que vous soulevez. On est tous en train d'apprendre. D'ailleurs, il y a une révision de la procédure qui est en cours, je crois. Elle est en cours, c'est lancé la révision. Donc ça, je vous invite vraiment à y répondre parce que les points que vous soulevez, c'est des points que beaucoup soulèvent sous d'autres latitudes, en France, partout. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre aussi de nous améliorer. Je vais parler un peu de comment on a mis ça en France et comment ça peut peut-être être utilisé ailleurs. La première chose, c'est quand on peut avoir tendance à se dire comment accéder au marché, c'est peut-être d'abord déjà d'en parler au marché et puis du coup de mettre après en place la procédure. Donc c'est la question de l'offre ou la demande en premier. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord testé est-ce que ça peut intéresser des entreprises. Et beaucoup d'entreprises, en fait, se sont dit « Ah oui, ça nous intéresse, ça parle forêt, ça parle biodiversité, c'est intéressant, il y a FSC, ça a l'air crédible. » Donc à partir de là, on s'est dit « Ok, on va travailler sur les services écosystémiques. » Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler en forêt, en fait. C'est d'ailleurs d'abord travailler sur concrètement est-ce que c'est possible, quelles sont les difficultés qu'on va avoir, etc. Et là, depuis donc 2018, on a mis ça en place et on a mis des tests avec l'appui. Si tu peux mettre la carte, Esteban. Ouais, la carte. Avec l'appui du WWF, on a mis en place un certain nombre de projets pilotes avec nos forestiers en France. Et donc dans différents types de forêts, on a de la petite propriété, on a des parcs naturels régionaux, enfin on a différents types de forêts. Donc déjà ça s'applique à tout type de forêt, en tout cas pour la France, donc je pense que ça doit être pareil ailleurs. En fait on a après avoir mis ça en place très concrètement, donc on voyait que ça marchait, c'était possible de le mettre en place avec les forestiers. Les forestiers comprenaient le fonctionnement à partir du moment où on les aide un petit peu aussi à fonctionner. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens que dans certaines entreprises pour pouvoir le faire, donc il faut pouvoir un peu les appuyer. Et après, en fait, on a eu la chance d'avoir un forestier, Sylvamo, qui est en capacité à la fois de comprendre la gestion forestière et à la fois de comprendre les marchés. Donc de savoir parler, en fait, à deux mondes qui sont complètement différents. Je crois que c'est tout l'enjeu de notre filière de toute façon. C'est un monde de l'offre, de la forêt, et un monde de l'entreprise qui veut du chiffre, qui veut de la donnée. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, la donnée? Enfin, ça pose toutes ces questions-là, en fait, et comment faire matcher en fait deux mondes qui sont quand même très différents. Et on a la chance avec Sylvamo d'avoir une entreprise qui est très sur la forêt, mais qui est en capacité aussi de comprendre les enjeux de ces financeurs potentiels. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Française des Jeux a investi dans les services écosystémiques, pas pour des questions de données à rentrer dans des politiques RSE, dans du reporting, etc., mais sur de la communication. C'est-à-dire de pouvoir dire, on a participé, et c'est cette logique de contribution en fait qu'il y a derrière, on a contribué à la préservation. En l'occurrence, là on a donc 2 projets, donc ils mettent de l'argent sur un nouveau projet chaque année. Donc petit à petit ça monte en puissance, ça commence petit, mais un certain nombre d'années ça commence à faire pas mal. Donc un sur la préservation de l'habitat, et ça c'est un point qu'on vient de soulever sur la biodiversité, c'est l'habitat en fait qu'on prend en compte et pas l'animal. Et donc la capacité finalement de la forêt à accueillir cet habitat. Donc la chauve-souris et puis la moule perlière qui est un enjeu important dans les rivières du côté du Limousin. Et puis donc d'autres projets sont en cours, un nouveau projet tous les ans qui est rentré dans ce système-là entre Française des Jeux et Sylvamo.
Autre exemple, c'est le groupe d'Ambar, et là ça va amener d'autres enjeux, vous allez voir aussi sur cette question de l'additionnalité. Le groupe d'Ambar, c'est nous un peu qui l'avons pris par la main. J'avais vu qu'il y avait une usine dans le coin qui faisait qui recyclait les briques Tetra Pak, donc c'était bien parce que c'était des briques Tetra Pak FSC, et puis ça sortait des produits recyclés FSC 100%, et puis je leur ai parlé de ça. Ils avaient l'air intéressés, je leur ai dit allons voir d'Ambar ensemble pour parler services écosystémiques, et ça a accroché parce qu'ils avaient leurs propres enjeux, l'usine au niveau local qui avait besoin de communiquer au niveau local sur ce qu'elle faisait dans le territoire, et donc elle a souhaité apporter de l'argent. Je peux pas dire les sommes parce que je préférais que ça soit eux qui le disent, mais c'est quand même des sommes intéressantes pour le forestier en l'occurrence. Donc qui a reçu de l'argent sur le carbone cette fois-là. De cette entreprise pour une raison de communication, encore une fois, pour une raison d'image, de contribuer au développement territorial en fait, ou à la préservation de son territoire. Voilà. Donc ça c'est encore une autre logique, il y a encore une logique d'image, mais une qui va être une logique d'image plus au niveau national et une plus au niveau local pour avoir l'appui des parties prenantes parce que l'usine avait besoin de se donner une bonne image auprès des élus, notamment au niveau territorial. Donc voilà où on en est. Le sujet que ça peut poser d'Ambar, c'est qu'en fait on est sur une gestion Prosilva, donc ça veut dire pas de coupe rase pour ceux qui connaissent, qui est quand même une excellente gestion où est la valeur ajoutée de FSC, il y en a avec notamment des îlots de sénescence ou ce genre de choses qui font que ça apporte cette valeur ajoutée, mais finalement il y a eu une grande question d'ailleurs entre WF et nous on essayait d'expliquer à WF que les 40 ans de bonne gestion doivent être rémunérés, les 40 ans passés en fait. Et ça pose le sujet de est-ce qu'on veut rémunérer juste ce qui va être bien dans le futur? À partir de forêts dégradées, c'est encore mieux du coup, puisqu'on peut que faire mieux. Mais quand on a une bonne forêt. Donc cette notion de la préservation, comme le disait Georges, pour moi c'est fondamental en fait. Et je pense même que c'est pas parce que c'est plus simple, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse, nous, en tant que forestiers. On a des belles forêts, elles sont magnifiques, surtout les forêts que vous gérez dans le bassin du Congo. L'idée c'est de les préserver. On va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Hein. Donc l'idée c'est de rémunérer en fait la possibilité de les préserver au-delà du simple produit bois qui du coup est quand même assez limité en termes de marché. Essayer d'ouvrir les marchés et de donner les moyens aux forestiers de faire leur travail. Voilà un petit peu la petite expérience de FSC France qui peut à mon avis se dupliquer, mais quand même la prochaine étape clairement ça va être de pouvoir rentrer dans les reportings, ça c'est clair. Mais déjà cette première étape de communication pour essayer de créer l'effet boule de neige peut être intéressant, et c'est la méthode qu'on va utiliser dans notre projet que tu mènes Esteban avec l'appui de Magali. D'abord service écosystémique en forêt, puis après trouver les financeurs sur des questions de communication et puis dans un second temps je pense d'intégration dans les politiques RSE quoi. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Je pense aussi qu'on doit être réaliste. Bon, depuis combien des années on parle des services écosystémiques? Ça fait quelques années. Il faut aussi donner un peu du temps. Oui, mais vraiment concrètement, moi comme forestier, j'ai pas entendu parler des services écosystémiques il y a 10 ans. Il faut quand même donner un peu du temps à tout le monde de comprendre ce que c'est. Et moi, je pense qu'on a une bonne dynamique autour du monde, et dans 5 ou 10 années, les gens ont compris. Ça aussi, c'est un facteur. Donner un peu du temps. Esteban, le mot de la fin? Dire que donc, dans la stratégie globale des FSC pour les prochains 5 ans, donc, les services écosystémiques, les paiements pour les services écosystémiques, la révision de cette procédure est vraiment produire une outil qui permet à nos concessionnaires, nos producteurs de vraiment accéder au marché. C'est fondamental. Il y a une équipe qui est mise en place à niveau FSC international très fort et qui aussi travaille avec la région, avec les régions, avec les staffs régionaux comme moi-même, comme Aurélien et son équipe, et de façon à développer tout ça de façon consistante. Et il y a déjà une site web qui va être une showroom des projets de services écosystémiques. Et là, on va montrer avec des chiffres, avec une narrative facile, des marketing, pour pouvoir montrer ça aux différents partenaires financiers, aux différents sponsors. Donc, on a toute une stratégie, on a tout un travail qu'on veut mener. Et voilà, donc c'est stratégique pour nous. Donc, on va parler beaucoup sur les prochaines années sur ça. Merci. Écoutez, je vous remercie tous pour vos interventions et pour les interactions avec l'auditoire.
Donc merci pour cette session. Je retiens qu'il y a une consultation en cours, donc il faut répondre. Et nous allons enchaîner sur une session présidée par Madame la ministre de l'économie forestière du Congo au sujet du régime de partage de production. Donc nous allons laisser la place à Madame la ministre en nous excusant des quelques minutes de retard. Merci beaucoup.